y a de ça d'une année, j'ai eu tout à coup toute une série de problèmes de santé qui m'ont tenu cloué à la maison pendant 4 mois. Oui. Et pour m'occuper, surtout pour combattre une dépression qui commençait à se manifester, Oui. je me suis mis à écrire sans penser d'en faire un livre, mais surtout pour écrire, voilà. D'accord. Et puis, c'est devenu un livre. Et D'accord. c'est un livre qui, à ma grande surprise, connaît un certain succès. D'accord. Et me voilà donc au salon. Et c'est une... ouais. Je me suis jamais vu comme écrivain, mais voilà, Oui. au salon du livre. Et c'est une aventure assez excitante, je dois dire. D'accord. Pouvez-vous nous parler de la publication de ce livre? Mais donc, ce livre, comme je vous l'ai dit, est né... C'est un peu un dommage collatéral de 2 opérations que j'ai eues, et puis, mais surtout d'un accident cérébral qui s'est révélé tout à fait bénin. Mais c'est ce qu'on appelle une amnésie globale temporaire, c'est-à-dire que vous avez un trou de 10 heures où vous continuez à agir. Et ça m'a assez inquiété et ça m'a stimulé à fouiller dans ma mémoire. D'accord. Et à mettre tout cela par écrit. D'accord. Et donc, je parle un peu de mes expériences en tant que procureur. J'ai dû faire face très jeune à la montée spectaculaire de la diffusion de la drogue. Et donc, j'explique comme j'ai complètement changé d'idée dans ce domaine. D'accord. J'ai parlé aussi de différents procès, de faire voir comme il est plus facile comment dirais-je, de faire condamner des migrants, par exemple, ou des étrangers qui font des vols, etc. Et comme il est beaucoup plus difficile de s'attaquer à la grande délinquance économique et financière. Et vous l'avez dit, j'ai été député à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe et en cette qualité, j'ai été rapporteur pour des dossiers très sensibles comme l'existence de prisons secrètes de la CIA en Europe, les allégations de trafic d'organes au Kosovo, la situation des droits de l'homme en Tchétchénie, etc., etc. Voilà, et j'essaye non seulement de raconter cela, mais de développer aussi des réflexions sur ces différents problèmes. Par exemple, lorsqu'il y a eu le terrorisme en Italie, comme nous sommes très proches de la frontière italienne, j'ai eu l'occasion de collaborer étroitement avec l'antiterrorisme italien parce qu'il y avait eu des actions aussi au Tessin. On avait dévalisé un arsenal militaire et ça m'a amené aussi à des réflexions sur la lutte antiterrorisme actuelle qui, me semble-t-il, non seulement n'est probablement pas très efficace, mais l'est aussi contre-productive. Voilà. D'accord. Mais dans votre livre, Une certaine idée de la justice, vous nommez courageusement des personnalités politiques impliquées dans certaines de vos enquêtes. N'avez-vous pas peur de leur réaction? Mais non, je crois qu'il ne faut jamais avoir peur de dire la vérité. Et je crois que c'est aussi un devoir que chacun de nous a de dire la vérité. C'est clair qu'on doit le faire d'une façon, autant se faire se peut, sérieuse et documentée. D'accord. Mais je pense que une des menaces les plus grave de notre temps, c'est l'indifférence. C'est de tout accepter, de ne pas réagir et donc chacun d'entre nous porte une co-responsabilité de la situation actuelle. D'accord. Après cette longue carrière au service de la justice, au service de justice en Suisse, et dans le monde, vous y croyez toujours autant? Mais certes, je crois qu'il faut toujours être fidèle à ses valeurs, même si on se rend compte que peut-être on
n'a pas le succès espéré, mais je répète, la pire des choses, c'est de se résigner à la situation telle qu'elle est et de ne pas combattre pour quelque chose de mieux. Je crois que c'est seulement en s'engageant. Je dis toujours que si chacun de nous déplace une pierre, à la fin, on déplace des montagnes. D'accord. Ok. Revenons au livre. Dans quelle maison d'édition est-il publié? Mais le livre est publié chez Favre à Lausanne. Pierre-Marcel Favre, qui est le propriétaire, qui est l'animateur de cette maison d'édition, m'avait écrit il y a de ça 10 ou 12 ans me demandant d'écrire un livre sur mes expériences. Et je lui ai répondu, c'est très gentil de votre part, mais un, j'ai pas le temps, et deux, et surtout, chacun doit faire ce dont il se croit capable de faire. Et moi, c'est pas mon métier d'écrire des livres. D'accord. Et quand je me suis trouvé dans cette situation de santé particulière, j'ai écrit, puis à la fin, un soir, tout à fait par hasard, comme ça, une impulsion. D'accord. J'ai envoyé par mail mon manuscrit. Je crois que si j'avais dû l'imprimer, faire un paquet, etc., je ne l'aurais jamais expédié. Mais comme avec le mail, c'est tellement facile. Et 2 jours après, il m'a répondu, j'ai lu, je publie. Point. D'accord. Avez-vous déjà assisté à un autre salon du livre avant aujourd'hui? Non, comme salon, c'est le premier. D'accord. J'ai eu plusieurs manifestations de présentation du livre dans des librairies, dans des conférences, etc. Mais un salon, c'est la première fois. Et que pensez-vous de ce salon du livre? Eh bien, c'est fantastique parce que c'est un lieu de rencontre, d'échange et toute manifestation qui promeut l'échange et la connaissance me paraissent importantes. D'accord. Et je trouve que lire est quelque chose d'absolument fantastique. Moi, j'ai toujours beaucoup lu, même si ça me fatigue beaucoup. Bien sûr. Mais je pourrais... voilà. Maintenant, heureusement, il y a aussi des liseuses électroniques. Électroniques, effectivement. Par exemple, pour moi, les livres de poche, c'est écrit trop petit. Alors, avec une liseuse, vous pouvez adapter comme vous voulez. Bien sûr. Je trouve ça aussi fantastique. Il y a des audios libres aussi maintenant. Et moi, je passe pas si beaucoup de temps. Je suis pas dans les réseaux sociaux. Je trouve que c'est du temps perdu et je suis écœuré par la méchanceté, la vulgarité anonyme en règle générale qu'il y a. D'accord. Et je lis beaucoup moins de journaux, mais je lis beaucoup plus de livres, voilà. D'accord. Ce qui permet d'approfondir, je trouve, mieux les sujets. Ok. Là, vous nous avez parlé de rencontres, un lieu de rencontre. Vous avez eu des coups de cœur. Pouvez-vous nous parler de ces rencontres? Mais c'est des échanges avec des gens qui me demandaient une dédicace et c'est toute une somme de petites histoires que j'ai entendues qui sont très rafraîchissantes et enrichissantes aussi, oui, voilà. D'accord. J'ai toujours aimé la rencontre, même si fondamentalement je suis plutôt un solitaire. Mais... Ah, ok, d'accord. Voilà. Bien. Alors, pour terminer, vous avez déjà entendu parler de Voix d'exil? Mais écoutez, honnêtement, je ne savais pas très bien ce que c'était. D'accord. Mais il y a d'autres organisations, soit au Tessin, soit en Suisse allemande, que je connaissais mieux et qui font exactement le même travail. Le même travail. Dès que le travail lié à la migration, est-ce que la thématique liée à la migration vous intéresse en général? Mais écoutez, moi je viens du Tessin, qui a été un pays fondamentalement d'émigration. D'accord. Entre 1850 et le début du XXe siècle, les seules vallées tessinoises ont eu plus de 40 000 personnes qui ont quitté les vallées tessinoises pour aller outre-mer. D'accord. Donc à ces 40 000, il faudrait encore ajouter tous ceux qui ont été en France, en Allemagne, en Belgique
dans les pays nordiques. Oui. Donc nous, on était un pays très très pauvre. D'accord. Et on a eu cette émigration massive et on avait une émigration saisonnière, c'est-à-dire que les femmes restaient pour surveiller la vache, les poules qui restaient à la maison et qui cueillaient les châtaignes, et les hommes allaient travailler surtout dans le bâtiment à Zurich, à Bâle et à Berne. D'accord. Donc nous, on a une grande tradition de pays d'émigration. D'accord. Hélas, beaucoup l'oublient aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'accueillir des personnes qui ont aujourd'hui le même destin que nos ancêtres tessinois ont eu le siècle dernier et le siècle d'avant. D'accord. Et quelles sont vos principales sources sur la question? Il y a toutes sortes d'ONG avec lesquelles je suis en contact. Oui. Et donc, je crois que je connais assez bien les problèmes. Je connais aussi pas mal de pays qui aujourd'hui alimentent ce phénomène migratoire. D'accord. Et je pense que la véritable réponse qu'on devrait donner est un problème de justice, de justice au niveau du commerce international. D'accord. Il est indéniable qu'aujourd'hui, l'Occident riche exploite d'une façon éhontée les pays pauvres, mais bien de ces pays pauvres sont richissimes par les richesses de leur sous-sol. Je pense au Congo, mais à plusieurs autres pays africains. D'accord. Et je crois que personne ne laisse volontiers son pays, personne n'abandonne sa patrie. C'est toujours très dur de quitter. Oui. Et si on avait une économie internationale plus juste, je pense que tous ces pays auraient les ressources pour résoudre leurs problèmes et pour que les enfants de ces pays restent à la maison. De votre point de vue, comment on peut faire en sorte que cette économie soit plutôt... Je pense qu'il faut dénoncer, je pense qu'il faut agir. Je suis coprésident de l'initiative populaire qui a été lancée pour des multinationales responsables. Oui. Je crois que de plus en plus, on a des multinationales qui sont plus puissantes et qui ont plus d'influence que des États mêmes. Et je constate que souvent, ces multinationales ne doivent pas répondre de leurs actions. Et je voudrais que dans le droit suisse, il y ait des dispositions qui font aussi que ces multinationales avec siège en Suisse doivent répondre des violations des droits de l'homme et des atteintes à l'environnement commises dans des pays tiers. D'accord. Et ce sont normalement des pays très fragiles, où les institutions locales ne fonctionnent pas, où il n'y a pas de justice qui fonctionne. Donc, ces victimes devraient pouvoir s'adresser à des tribunaux suisses. D'accord. Que pensez-vous de la nouvelle loi sur l'asile qui entrera en vigueur le 1er mars? De la nouvelle? De la nouvelle loi sur l'asile qui entrera en vigueur le 1er mars. Écoutez, je crois qu'il faudrait beaucoup de temps pour la passer en revue. Moi, ce que je regrette, c'est que ça devient toujours plus restreint, qu'on se donne toujours moins de peine d'entrer dans le détail. Qu'une loi soit nécessaire, c'est évident. D'accord. Qu'on ne peut pas accueillir tout le monde, c'est aussi évident. Oui. Et donc, il faut distinguer la migration économique de l'asile. Ce sont deux concepts différents qu'il faut régler d'une façon différente. D'accord. Mais cela dit, même si on doit refuser, il faut le faire en des termes humains. Et on ne peut pas tenir des gens ici 7 ou 8 ans, puis tout à coup les repousser alors que ces gens étaient en train de construire une vie ici. D'accord. Merci à vous, Dick Marty, d'avoir accepté l'invitation de Voix d'Exil.
malgré les nombreuses sollicitations dont vous faites l'objet aujourd'hui dans ce salon roman du livre à Fribourg, nous recevions Dick Marty, je rappelle, qui a publié un livre de souvenirs retraçant une longue et incroyable carrière. Le titre du livre, Une certaine idée de la justice, aux éditions Favre. C'est bien ça, Favre. Favre à Lausanne, oui. Favre à Lausanne. Merci à vous, Dick Marty. Merci et les meilleurs vœux à votre association pour son très beau travail. Merci beaucoup.